le continent européen avait un système économique en retard par rapport à l'Est pendant le Moyen Âge. À l'approche du XVe siècle, les Européens de l'Ouest avaient atteint une certaine densité de population et un niveau économique. Cependant, les structures politiques de ce continent, en particulier des pays comme l'Espagne et le Portugal, se trouvaient aux confins du système économique mondial, comme on peut le voir sur la carte, où le monde connu semblait se terminer. Les matières premières et la richesse se trouvaient dans des pays de l'Est tels que l'Inde et la Chine, et le flux de l'économie allait de l'Est à l'Ouest. Les routes commerciales sur ce flux étaient sous le contrôle des Turcs et d'autres États musulmans. Pour tenter de rompre cette situation, les Occidentaux ont organisé les croisades au XIIe et XIIIe siècle et ont essayé d'établir des colonies commerciales en Méditerranée orientale et en mer Noire. Cependant, ces efforts n'ont finalement pas réussi à obtenir la part désirée. À ce stade, avec l'aide de la Renaissance et de la diffusion des connaissances, les marins et aventuriers se sont dirigés vers l'Ouest avec la croyance qu'ils pourraient atteindre la richesse et le pillage en progressant vers l'Ouest. Ils ont mis les voiles vers l'Ouest avec de grands espoirs, croyant qu'ils devaient d'une manière ou d'une autre atteindre l'Est et accéder directement à la source de la richesse. La destination dans les rêves de Christophe Colomb et des marins européens n'était pas la Chine, le pays du dragon mentionné par le voyageur du XIIe siècle Marco Polo, mais plutôt l'Inde. Cependant, la géographie et l'histoire ont d'abord présenté aux explorateurs les habitants du Mexique et du Pérou, puis ceux de l'Inde. La Chine était également en ligne, bien sûr, mais ce n'était pas une cible facile pour les colonisateurs européens à conquérir. Avec la capture de Malacca en 1511, les marins portugais se sont lancés dans un voyage vers les côtes de la Chine. Malgré les rapports prometteurs de cette aventure, les Portugais ont réalisé que l'invasion de la Chine ne serait pas une tâche facile. En 1517, un marin portugais d'origine génoise se lança dans une expédition vers les côtes de la Chine. Cependant, les mauvaises nouvelles qui ont suivi ce voyage ont découragé les Portugais d'intervenir militairement en Chine et les ont plutôt dirigés vers la focalisation sur les relations commerciales. Après la capture de Malacca en 1511, les Portugais ont décidé d'envoyer des envoyés officiels en Chine. Cependant, la tentative d'occuper les côtes chinoises par l'officier administratif Fernand Thomas à Malacca a été mal accueillie par les Chinois. Les Chinois ont capturé l'envoyé et ses escortes, expulsant les Portugais de leur pays. Suite à cet incident, les Portugais ont orienté leurs efforts vers le renforcement des relations commerciales avec la Chine et ont accepté d'établir un poste de commerce avec des privilèges limités. Cependant, cet emplacement était différent des autres endroits où les colonisateurs européens avaient étendu leur influence jusqu'alors. L'Empire chinois, une structure immense centrée autour de la dynastie Ming contrôlant plus de 60 millions de personnes, était une entité redoutable. Confronter une telle taille et puissance était un défi. La force de la « Terre du Dragon » était évidente tant en termes de population que de taille. Selon certains historiens, tandis que les Indiens étaient les Grecs de l'Asie, les Chinois étaient les Romains. Bien qu'ils manquaient de connaissances approfondies en philosophie et en sciences, les Chinois étaient doués pour la pensée pratique et l'organisation rapide. Maîtrisant les aspects techniques et le développement de matériaux de production utiles, les Chinois savaient également comment s'engager dans le commerce. Ces compétences les protégeraient contre l'influence des colonisateurs pendant un certain temps. Malgré des périodes politiquement turbulentes, la dynastie Ming, qui gouvernait le pays, s'effondra et perdit le pouvoir après des guerres internes. La dynastie Qing, une famille étrangère qui leur succéda, solidifia leur autorité et gouverna l'empire jusqu'au XXe siècle. À mesure que les siècles avançaient, les maillons faibles de la course coloniale sortaient du jeu, et la scène était prête pour la France et l'Angleterre. La concentration de la France sur ses affaires intérieures après les guerres napoléoniennes a temporairement permis à l'Angleterre de prendre les devants. Cependant, les Britanniques attribuaient leur incapacité à établir le niveau d'interaction souhaité en Chine au mépris de l'empereur chinois. Ce qui a permis aux Britanniques d'obtenir ce qu'ils voulaient était la révolution industrielle.
Alors que la Chine ne progressait pas ou ne suivait pas les développements en Europe, ce qui la faisait reculer par rapport aux Britanniques était son économie basée sur l'agriculture et l'artisanat plutôt que sur l'industrie, comme en Europe. En même temps, les Européens ont complètement transformé la nature de leur commerce avec l'Est. Depuis l'Antiquité, les commerçants européens achetaient des produits tels que la résine, le thé, le tabac, la soie et la porcelaine en Chine et les vendaient sur le marché européen avec un grand profit. Les Chinois, d'autre part, n'achetaient généralement pas de marchandises aux Européens. Cependant, la révolution industrielle a éliminé la nécessité pour les Européens d'acheter et a souligné la nécessité de vendre des produits fabriqués rapidement et à grande échelle. Les Britanniques ont d'abord convaincu les Chinois de la liberté du commerce, puis ont entrepris de trouver un produit lucratif à leur vendre. Ce produit à fort profit était l'opium, cultivé dans les territoires de l'Inde. Dans une tentative de prévenir le commerce de l'opium et de maintenir un marché fermé, l'Empire chinois a mis en place des mesures, mais lorsque les Britanniques ont cherché à briser cet embargo, la compétition pour le contrôle du marché s'est transformée en conflit armé. La première guerre de l'opium a eu lieu entre les Chinois et les Britanniques. La Chine, ayant perdu la guerre, a été contrainte de signer le traité de Nankin en 1842. Selon les termes du traité, le port de Hong Kong a été cédé au Royaume-Uni, et la Chine a dû payer 650 tonnes d'argent comme indemnité de guerre. Les ports de Canton, Amoy et Fushou ont obtenu le statut de port de commerce que les Européens pouvaient utiliser facilement, détachés de l'influence de la dynastie. Les citoyens britanniques en Chine ont acquis une série de droits diplomatiques basés sur ce statut. Ces accords ont virtuellement transformé la Chine en un État semi-colonial en lui enlevant sa liberté économique. À travers ces ports, les Britanniques ont acquis une position où ils pouvaient introduire n'importe quel bien qu'ils voulaient sur le marché d'Extrême-Orient. Cette pratique reflétait un processus où les Britanniques, dans les endroits qu'ils occupaient et colonisaient complètement, se concentraient sur l'établissement de l'ordre pour exploiter efficacement les ressources de ce pays. Cependant, ils ne se préoccupaient pas de ce qui se passait dans les endroits qu'ils voulaient coloniser, ce qui importait était d'obtenir un gain économique dans un pays grand et riche comme la Chine. Le Royaume-Uni a été suivi par d'autres prédateurs avides. Les Français, les Russes et les Américains ont commencé à acquérir des privilèges similaires par la pression et les menaces en peu de temps. Cependant, cela ne suffisait pas pour les Européens. Ils voulaient pénétrer dans les zones intérieures de la Chine et y opérer également, aspirant à être actifs dans ces régions sous le prétexte du libre-échange. Ces désirs ont conduit à la deuxième guerre de l'opium initiée par les Français et les Britanniques en raison de préoccupations économiques. Les forces européennes, au cours de cette guerre qui s'est déroulée de 1856 à 1860, sont allées jusqu'à la cité interdite à Beijing et ont pillé le palais d'été de l'empereur. Suite à cet événement, l'empereur accepta de conclure un traité de paix. Avec ces traités, les Français et les Britanniques obtinrent des privilèges étendus tels que l'établissement d'ambassades étrangères à Pékin, l'ouverture de nombreux nouveaux ports à des fins commerciales et de peuplement pour les Occidentaux, la possibilité pour les étrangers de voyager dans les régions intérieures de la Chine, d'acheter des terres et d'être jugés par leur propre consul sans être soumis aux lois chinoises. La même année, lors de réunions ultérieures à Shanghai, l'importation d'opium fut légalisée. La colonisation croissante du pays et les actions incroyables du palais déclenchèrent des réactions publiques. La révolte dirigée par Hong dans le sud se transforma en un chaos politique et religieux qui ébranla soudainement l'Empire, provoquant des millions de morts. Bien que la rébellion Taiping ait été réprimée à grands frais, elle était, en essence, une solution visant à dissimuler les problèmes sous-jacents. Le feu couvant à l'intérieur se rallumerait lorsque plus de combustible serait ajouté. Pendant ce temps, la pression des Européens augmentait d'année en année. Les privilèges des étrangers atteignaient des dimensions que l'État chinois ne pouvait pas contrôler. Les colonisateurs avaient leurs propres écoles, polices, tribunaux, lois et zones de résidence inviolables. Dans les années 1870,
l'Allemagne, et peu de temps après, le Japon, perçu par les Chinois comme l'un des plus redoutables parmi les colonisateurs, se joignirent à la mêlée. Profitant des ventes d'opium en Chine depuis des années, les Européens vendaient également des armes au Japon. Cependant, contrairement à l'opium, les armes étaient imprévisibles, et il était incertain où et sur qui elles pourraient causer des problèmes. Laissé à lui-même, le Japon, au lieu de défendre officiellement ses intérêts, choisit de chasser aux côtés des loups et sélectionna la Chine la plus proche comme cible. La course à l'exploitation de la Corée, qui était sous l'hégémonie chinoise et servait de porte d'entrée à la région, créa des tensions parmi le quatuor composé de la Chine, de la Russie, du Japon et de l'Angleterre. Aucun des pays mentionnés ne voulait perdre la Corée au profit d'un autre. Le gouvernement japonais, agissant rapidement, a débarqué des troupes sur la péninsule en citant l'intervention de la Chine en réponse à la rébellion de l'opposition coréenne soutenue depuis longtemps. Cette intervention militaire a évolué en première guerre sino-japonaise. La guerre a été de courte durée, et le Japon, l'étoile montante de l'Est, a démontré sa puissance en vainquant les forces chinoises en de nombreux endroits. À mesure que la situation empirait, les États-Unis, à la demande de la Chine, ont pris le rôle de médiateur et ont facilité la signature du traité de Shimonoseki en 1895. L'accord a entraîné des gains importants pour le Japon et a ouvert la voie à une intervention en Chine et en Corée. La Chine était maintenant totalement humiliée. Les Britanniques, les Français, les Russes, les Allemands, les Néerlandais et les Japonais avaient envahi la Chine pour s'emparer de morceaux qu'ils pouvaient sectionner avec leurs haches. Les Allemands ont bombardé et saisi Qingdao, les Français ont ciblé Canton et les provinces du Sud, les Russes se sont installés dans la péninsule de Liaodong. Lorsque le gouvernement londonien est intervenu et a exercé des pressions sur Pékin, pour équilibrer contre la Russie, l'empereur chinois, en tant que concession énorme, a cédé une partie substantielle du territoire à l'Angleterre. Avec ce développement, la rupture de la Chine a eu lieu, et le pays a été divisé en 4 sphères d'influence. Cette division a préparé le terrain pour que la société chinoise réagisse finalement. Les sentiments anti-étrangers et anti-coloniaux ont naturellement augmenté, et la réaction du public n'était pas seulement contre les intervenants, mais aussi contre le système lui-même. L'administration dégradée et corrompue considérait le peuple comme une charge pour le système, tel un âne surchargé. Alors que ceux qui vendaient le pays aux étrangers remplissaient leurs poches, les dirigeants essayaient de réprimer les paysans économiquement stressés avec des arguments religieux et traditionnels. Cependant, le sentiment nationaliste qui devrait exister dans toute nation développée considérant ses propres intérêts devenait une lueur d'espoir pour les Chinois. Les gens, traités comme des citoyens de deuxième classe dans leur propre pays, se sont révoltés contre le pillage de leurs terres par les étrangers, et en mai 1900, une force de coalition composée de troupes russes, allemandes, américaines et japonaises est entrée dans la capitale et a réprimé l'insurrection. Après que la situation se soit calmée, les grandes puissances ont infligé un lourd tribut pour la rébellion. Elles ont condamné la Chine à une indemnité substantielle, saisissant de nombreuses sources de revenus. Pour maintenir l'ordre, elles ont obtenu le droit d'entrer à Pékin à tout moment, et les navires de guerre européens ont acquis la capacité de naviguer sur la rivière Bleue à leur guise. La Chine était maintenant un pays complètement colonisé, livré aux Européens. Au milieu de cette catastrophe, une nouvelle classe a émergé, commençant à changer certaines choses. Le capital apporté par l'Europe a conduit à l'émergence d'une classe capitaliste locale au sein du pays. Les propriétaires de petites entreprises de construction navale, de compagnies de transport et d'usines textiles, entre autres, issus de familles de la classe moyenne et supérieure, sont finalement devenus mécontents de la présence des colonisateurs. Cette insatisfaction a été encore alimentée lorsque les enfants de cette petite bourgeoisie et de ces familles, partis en Europe pour leurs études, ont été influencés par les courants intellectuels là-bas, créant un autre tournant. De jeunes individus qui ont embrassé des idées libérales sur le continent et la petite bourgeoisie du pays sont devenus des leaders des mouvements nationalistes,
soutenant la révolution libératrice en Chine. Le nouveau nationalisme chinois a émergé comme un mouvement qui construisait ses propres opportunités, cultivé et conscient. Les nationalistes ont démontré la détermination du peuple, notamment à travers des manifestations et des boycotts comme le boycott japonais de 1908, pour vaincre les colonisateurs. Les nationalistes ont mené leurs activités non seulement contre les colonisateurs, mais aussi contre le gouvernement oppressif. Ils ont réalisé la nécessité de renverser le gouvernement et de démanteler le système. Initialement, ils renverseraient le gouvernement, déposeraient l'empereur, puis se libéreraient des étrangers qui les exploitaient jusqu'au bout. Ces choses se produiraient avec le temps, mais la mèche devait être allumée dès que possible. Après de nombreuses guerres, la pauvreté, des erreurs, des défaites et des victoires, ils finiraient par être libérés de leur statut semi-colonial à la fin du processus initié par la Révolution chinoise. L'aventure coloniale portugaise commencée au XVIe siècle prendrait fin définitivement avec la Chine émergeant sur la scène internationale avec sa propre identité nationale après la Seconde Guerre mondiale.